Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Nouveau décor, comme vous le voyez. Nous avons quitté Oslo, nous avons déménagé et nous sommes temporairement de retour en Belgique. Donc tout ça s'est fait un peu précipitamment, on n'avait pas prévu de repartir si tôt, mais la vie a fait qu'on est reparti. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière, mais je vais poursuivre donc le rattrapage de mes chroniques de janvier jusqu'à août inclus avec la première partie aujourd'hui de mes lectures en littérature contemporaine. Je divise cette vidéo en deux parties car il y a 13 livres dont je souhaite vous parler. Ça va faire un petit peu beaucoup si je fais tout dans une vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre est Beyrouth-sur-Seine, écrit par Sabile Goussoub, que j'aurais pu classer aussi en non-fiction parce que en fait il s'agit d'un témoignage, celui de sa famille, de son histoire, de ses parents. Le narrateur en fait interviewe ses parents qui sont libanais, qui sont arrivés à Paris en 1975, qui normalement devaient rester pour 2 ans, sauf qu'en fait ils ne sont jamais repartis parce que la guerre s'est intensifiée, leur famille est restée là-bas, ils avaient des contacts très réguliers par téléphone pour pouvoir avoir des nouvelles de la famille, des amis, etc. Et en fait ils ne sont eux jamais rentrés parce que c'était trop dangereux. Pour la première fois de sa vie, le narrateur, ou Sabile Goussoub justement, interviewe ses parents à ce sujet parce qu'ils n'avaient jamais vraiment pris le temps de poser des mots sur ces événements, et c'est ce que nous relate ce livre, à savoir qu'il s'agit donc pour moi d'un témoignage. Je l'aurais peut-être du coup classé non pas dans les romans mais dans la non-fiction dans la vidéo précédente, mais c'est trop tard, je vais en parler aujourd'hui. J'ai lu ce livre en janvier, donc les souvenirs qu'il m'en reste aujourd'hui sont assez ténus, je dois bien l'avouer, mais je me rappelle très bien du fait que l'histoire m'a fait beaucoup ressentir cette hésitation, cette demande d'acclimatation et d'acceptation, toujours être entre deux cultures, surtout que les parents pensent à tout moment qu'ils vont pouvoir revenir au Liban. Donc en fait ils arrivent en France, ils ne s'y installent pas vraiment, ils s'y installent quand même, mais c'est pas dans l'optique de rester, d'y fonder leur famille, d'y construire leur vie. Donc ils sont toujours dans ce moment suspendu entre deux cultures et se dire en fait on garde notre culture d'origine, et puis petit à petit en fait il y a quand même des incursions de la culture française parce que les enfants vont aller à l'école, finalement à l'école française, et donc c'est pas évident je trouve d'arriver à naviguer entre deux eaux comme ça, surtout quand on a l'espoir de repartir un jour et de se dire est-ce que ça vaut la peine de faire tout cet investissement finalement. Le livre ayant obtenu je crois un prix, le prix Goncourt des lycéens, c'est ça, en 2022, je comprends tout à fait la raison pour laquelle les lycéens ont voté pour lui, parce que le style était fluide. On avait un travail semi-romancé, semi-journalistique avec des événements politiques, c'était très bien expliqué, et on comprend ce que ça fait finalement d'être dans une famille libanaise à l'époque, surtout que les attentats vont arriver même à Paris, donc la guerre du Liban va s'exporter et va arriver jusqu'en France. Dans certains quartiers il va y avoir des alertes à la bombe de mémoire, notamment au niveau de l'ambassade. Donc du coup en fait les protagonistes eux savent exactement de quoi ils retournent, mais moi j'avoue en 1975 j'étais pas née et c'est pas un événement qui a marqué l'histoire qu'on nous a raconté nous à l'école, donc je ne connaissais pas grand chose finalement de ce conflit, et j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais pas assez pour qu'elle me marque profondément, en tout cas dans ma vie de lectrice. En tout cas ça reste une bonne expérience, j'en garde un très bon souvenir aujourd'hui, même si comme vous l'avez remarqué il me reste pas grand chose. Une lecture qui m'a beaucoup plus marquée et qui parle aussi d'un conflit, c'est le livre de Sébastien Spitzer, Ses rêves qu'on piétine, qui a été publié je crois à l'Observatoire, la maison de l'Observatoire, et que je lis depuis des années, sans blague. Je l'ai acheté lors de sa sortie à une rentrée littéraire, je crois que c'était en 2018 ou en 2019, et en fait j'ai mis très longtemps à le lire, des années, parce que le sujet est vraiment très dur. Il s'agit en fait de portraits croisés entre Magda Goebbels lors du Troisième Reich nazi, sur la fin du régime du Troisième Reich, qui s'enferme dans son bunker avec sa famille et des officiers allemands nazis, et une petite fille qui s'appelle Ava, qui est avec sa maman et qui sort d'un camp de concentration et qui est en fait née dans un bordel de camp de concentration, qui a réussi en fait à survivre. On n'a pas tué cette petite fille, et en fait elle essaye du coup de se reconstruire et d'échapper aux dernières rafles et aux dernières exterminations du peuple qui s'échappe des camps de concentration.
Les deux histoires vont nous être racontées dans l'ordre chronologique, donc depuis la naissance de la petite fille et l'ascension de Magda Goebbels jusqu'à la fin tragique donc de Magda qui s'est suicidée dans son bunker. On les a retrouvés tels quels et on a retrouvé les corps en tout cas avec ses 6 enfants et celle de la petite fille qui donc il va y avoir ses antécédents, dans quelles conditions elle est née, etc. etc. Et ces récits vont être entrecoupés de lettres que le père de Magda lui envoie au moment où en fait elle refuse de les recevoir. J'avoue que comme ce livre a été écrit par un journaliste, il y a tellement de détails historiques qui sont très précis, c'est tellement bien écrit, c'est très touchant, c'est très pointu, qu'en fait je me suis très souvent demandé où s'arrêtait la fiction et où commençait la réalité, et il y avait vraiment un mélange des deux. À la fin du livre, heureusement, il y a une note de l'auteur qui explique en fait que les deux parties des deux récits concordent, c'est-à-dire qu'il s'est basé sur des témoignages, sur des lettres, sur des archives pour rédiger ces deux parties-là. Donc la petite Ava n'existe pas, mais bien évidemment, il s'est basé sur des témoignages et sur, donc, comme je disais, des archives pour pouvoir rédiger ces deux parties-là. Et la partie fictive, vraiment, ce sont les lettres. Il a imaginé, il s'est mis à la place du papa, du père de Magda, qui donc lui est juif, et qui lui écrivait des lettres. Il renvoie aussi une autre image de ce qu'aurait pu être Magda et de ce qu'a pu être Magda dans sa jeunesse. Donc ça l'humanise, mais pas tant que ça finalement, parce que le contraste est vraiment très violent avec le récit qui en est fait de l'autre côté, avec les décisions qu'elle prend, avec son ambition finalement d'arriver au pouvoir et sa fascination pour Adolf Hitler. Donc voilà, ce livre, j'ai mis très longtemps pour le lire, mais je le recommande vraiment énormément si c'est ce genre de récit qui vous plaît. Un autre récit poignant est le récit de Nadège Erika, Mon Petit, qui est donc un roman contemporain. Là, moi j'ai lu ce livre en livre audio avec Nextory. On est dans les années 90, on est à Belleville à Paris, et on suit l'histoire de, j'ai oublié son nom, Nadège, non pas du tout, de Naël, qui grandit en fait entre Belleville et Montreuil. Elle grandit dans 2 foyers différents, celui de sa maman qui est un petit peu relâchée, qui n'est pas très stricte, qui paye pas tant les factures d'électricité, qui a pas forcément beaucoup d'argent. Elle a je crois 2 ou 3 frères et sœurs, et en fait ils grandissent un petit peu dans cette misère là. Et de l'autre côté à Montreuil, elle vit à temps partiel chez sa grand-mère qui vit dans un HLM, qui elle est beaucoup plus stricte, a une vision d'éducation qui est complètement différente de celle de sa mère. Et on va naviguer entre ces deux-là. J'avais lu des témoignages qui disaient qu'ils étaient très nostalgiques avec l'évocation de Belleville dans les années 90 et de Montreuil aussi à cette époque-là, parce qu'apparemment ce sont des gens qui ont vécu à cet endroit-là, et je peux tout à fait l'entendre. Moi j'ai pas spécialement ressenti cette nostalgie, j'ai trouvé le récit assez lent, mais ça aide quand même à poser les bases, parce que l'histoire va tourner autour donc de Naël qui va rencontrer Gustave, dont elle va tomber amoureuse je crois quand elle a 16 ou 17 ans, et à 19 ans elle se retrouve enceinte, sauf qu'ils viennent de 2 milieux complètement différents. Et donc la question ça va être est-ce qu'on garde l'enfant, est-ce qu'on va vivre ensemble, est-ce qu'on se sépare, voilà, ça va tourner autour de ça. Pas un souvenir incroyable de ce récit, je sais qu'il a touché beaucoup de monde. Moi j'avoue que je suis pas restée de marbre, parce que c'est pas vrai, il y a beaucoup de thématiques qui m'ont touchée, mais je crois que j'aurais préféré le lire que de l'écouter en fait. Je pense que j'aurais été plus immergée dans le récit paradoxalement en le lisant sur papier que en l'écoutant dans les transports par exemple. Je me revois encore dans le métro en train de l'écouter, mais j'ai pas été transportée comme d'autres ont pu l'être. Ça reste néanmoins une bonne lecture de mon année, et je vous la recommande si vous êtes curieux et si vous êtes un petit peu nostalgique de Paris des années 90, 90, début des années 2000, et l'histoire finalement quand même est aussi assez tragique, donc si vous aimez ce genre d'ambiance et ce genre d'histoire, je vous le recommande. Un livre audio qui m'a retourné l'esprit, c'est La dernière allumette de Marie Vareille, que j'avais vu passer chez Margot Liseuse il y a quelques mois, qui elle, je crois, je sais pas si elle l'avait lu sur Nextory ou si elle l'avait lu en papier, en tout cas elle l'avait lu avec sa maman, et elles avaient fait une vidéo à deux, et j'avais pas regardé la fin parce que la fin justement c'était le spoiler sur le dénouement de l'histoire.
On est sur l'histoire de Abigail et de Gabriel, qui sont deux enfants qui ont grandi dans une famille violente. Le papa était violent, je crois qu'il était alcoolique, et il battait la maman et il battait les enfants, en tout cas il battait le frère, c'est sûr. Et donc en fait là on est des années plus tard dans leur vie d'adulte, où on va retrouver en fait Abigail qui s'est recluse dans un monastère, et son frère qui vient la voir régulièrement, et son frère lui annonce un jour que il a rencontré quelqu'un et il en est fou amoureux, elle s'appelle Zoé, elle est rayonnante, etc. Et Abigail, elle, qui raconte l'histoire, donc on est du point de vue d'Abigail pour toute l'histoire, en fait elle est inquiète parce qu'elle-même connaît le secret de son frère est pas si... Voilà, on ne sait pas encore exactement ce qui se trame ici, c'est assez mystérieux comme ambiance dès le départ. Elle te dit ah moi je suis la seule à connaître vraiment l'identité de mon frère, son vrai caractère, etc. etc. Et donc on va être plongé dans des récits entre aujourd'hui avec notamment Gabriel et Zoé, et puis des récits quand ils étaient enfants, et on va faire les allers-retours entre les deux pour essayer en fait de comprendre un peu mieux les personnages et de comprendre un petit peu c'est quoi les enjeux aujourd'hui dans la relation qui va nouer Gabriel avec sa nouvelle compagne. J'avais vu la fin arriver personnellement, j'avais assez compris de quoi il retournait, mais ça reste un déchirement, ça reste un récit assez dramatique aussi, et je trouve que c'est un récit qui a le mérite de traiter de sujets difficiles, mais sans tomber, enfin si ça reste très dramatique, mais j'ai pas trouvé ça mal traité, c'est très bien traité. J'ai vraiment adoré cette lecture, très poignante, très marquante dans mon année. Je vous recommande vraiment beaucoup de le lire si vous aimez les romans contemporains. Et moi c'est mon premier de Marie Vareille et j'ai hâte de découvrir la suite dans ce qu'elle aura pu écrire. Un autre livre dont la fin a été vachement marquante, c'est Mon mari de Maud Ventura. Mon mari, je vais vous lire le synopsis. Il est classé sur Livre Addict en tant que thriller domestique. C'est un petit peu plus complexe que ça je pense, mais en tout cas on parle d'une femme, de mémoire on connaît pas son nom, qui raconte une histoire et qui raconte sa vie. C'est une femme toujours amoureuse de son mari après 15 ans de vie commune. Ils forment un parfait couple de quadragénaires. Ils ont 2 enfants, une grande maison, la réussite sociale. Mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son égard. Cette beauté froide et le feu sous la glace, lui semble se satisfaire d'une relation apaisée. Ses baisers sont rapides et le corps nu de sa femme ne l'émeut guère. Pour se prouver qu'il ne l'aime plus ou pas assez, cette épouse se met à épier chaque geste de son mari comme autant de signes de désamour. Et donc en fait elle va nous raconter son histoire et elle tourne à la psychose. En fait elle va chercher tous les détails qui font que ah bah oui il ne m'aime plus, c'est terminé. Et en fait elle se monte la tête, elle se monte le bourrichon vraiment sur tous ces détails et toutes ces petites choses qui sont des preuves à ses yeux, c'est irréfutable. Et donc elle va mettre tout en œuvre en fait finalement pour essayer de prouver cette culpabilité. Et en fait ça m'a rendu un peu dingue, comme je dois vous l'avouer, cette lecture, moi ça m'a rendu complètement dingue. J'avais envie de lui foutre des baffes, elle m'énervait, elle partait dans des délires et je me dis mais c'est pas possible quand même, jusqu'à la fin. La fin est un énorme cliffhanger. J'avoue que je l'avais pas vu venir et je me suis dit putain heureusement que j'ai lu jusqu'au bout. Il faut vraiment du coup si jamais le livre vous l'avez commencé et que comme moi elle vous énerve et que comme moi elle vous tape sur le système, il faut le lire jusqu'au bout, vraiment ça vaut la peine. En tout cas, si le but c'était qu'on s'énerve après son héroïne, je pense que Maud Ventura a très bien atteint son objectif. L'avant-dernier livre de cette sélection est encore un livre audio et le dernier sera le dernier livre audio aussi de la sélection des romans contemporains. Je les ai tous regroupés en fait, comme ça vous fait un petit pack. C'est un livre que j'ai adoré. Il s'agit de Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko. C'est le premier Marie Pavlenko que je découvrais et je me rappelle avoir offert ce livre à quelqu'un à Noël, je pense que c'est à ma belle-mère. On est sur l'histoire de 2 femmes. Astrid qui a 40 ans, qui a tout perdu. Elle revend sa maison, je pense que c'est vers Paris ou dans le 17e ou quelque chose comme ça. Elle revend sa maison et sur un coup de tête, elle achète une petite maison dans les montagnes, dans le Mercantour, je crois, c'est possible, en tout cas dans les Alpes, c'est sûr et certain. Et donc en fait elle part vivre là-bas, elle en veut plus. On comprend que sa vie est vraiment extrêmement difficile, elle est en quête de reconstruction
Et donc elle part en montagne, elle a très peu de voisins, elle se lie d'amitié avec une de ses voisines quand même. Elle commence à essayer de se reconstruire dans cet environnement où tu es vraiment très très loin, les voisins, mais pas que les voisins, la civilisation, les contacts humains, l'épicerie, enfin bref. C'est sur un tout petit hameau de genre 100 ou 200 habitants. Et donc ça c'est un des premiers portraits. Et en parallèle on suit l'histoire de Soraya qui a 16 ans et qui a fui son pays à pied, la Syrie, parce qu'il y avait la guerre. Elle est partie avec sa famille, sa tante. Et en fait là elle en est à la dernière partie de son périple. Elle cherche à traverser l'Italie, donc les Alpes à pied, pour arriver en France, qui était donc l'objectif principal et l'objectif initial de leur quête une fois qu'ils ont quitté la Syrie pour arriver jusqu'en Europe. Ils voulaient arriver en France. Elle nous raconte son histoire, son périple. Le problème aussi c'est qu'elle arrive avec un polichinelle dans le tiroir, un enfant dont elle n'a pas voulu, et ça va un petit peu compliquer l'affaire. Et en fait ces deux femmes vont se rencontrer par le chemin du destin, et donc bah voilà, c'est une histoire qui est super émouvante. C'est deux histoires de reconstruction, deux êtres humains qui vont apprendre à s'apprivoiser, et franchement c'est hyper touchant. Je trouve que la plume de Marie Pavlenko est magnifique et j'ai adoré l'écouter en livre audio. Franchement je le recommande aussi. Si jamais vous avez d'autres livres de Marie Pavlenko à me recommander, j'avais envie de lire Et le désert disparaîtra, mais je suis pas sûre que je suis prête pour celui-là avec mon éco-anxiété, mais donc voilà, je sais qu'elle a écrit beaucoup d'autres bouquins, notamment en livre jeunesse, et qu'elle a beaucoup de succès, et je comprends pourquoi. En tout cas dans la littérature de ce livre-ci, tel que je l'ai découverte, c'était vraiment très émouvant et magnifique à découvrir. Et je termine cette sélection audio par un abandon. Cet été, j'ai voulu un petit peu tenter de lire des livres, en tout cas des genres de livres qui font généralement un succès, une petite fureur chez les gens. Ils se disent ah oui, en été, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui lisaient des romances par exemple. C'est léger, ça va bien avec la saison, etc. Et moi je suis pas très fan de romances, comme vous le savez peut-être, mais je me suis dit allez on essaye. J'ai choisi une autrice qui avait pas mal de bons avis sur internet, c'est Karen Ponte, et le livre c'est Recherche Lily désespérément. Et je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais en tout cas je l'ai lu donc du coup en audio. Le livre fait 4 heures je crois, et à 2 heures je l'ai abandonné. Pour l'histoire, on est sur Lily qui a 40 ans, qui est directrice marketing dans une agence d'événementiel qu'elle a aidé à construire d'ailleurs, donc elle a aidé à construire la boîte. Et elle nous raconte qu'elle est un peu en conflit avec la boss finalement, la boss principale, qui essaie un petit peu de l'évincer, et elle le vit assez mal. Il faut genre qu'elle soit remplacée par des nouvelles idées, par des personnes plus jeunes, etc. Et donc en fait elle part pour une retraite spirituelle qui est un peu forcée. Je sais plus si c'est 3 semaines ou 3 mois, bref elle va prendre des congés, chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Et sur un coup de tête elle va réserver une retraite spirituelle à Valflore-les-Bains, qui en fait est un endroit hyper reculé, et on lui vend cet endroit quand elle le réserve avec une petite maison typique, charmante, qui a été rénovée avec des pierres du pays, blablabla. Et donc elle tombe sous le charme et elle le réserve. Sauf qu'en fait une fois arrivée sur place, elle se rend bien compte qu'il n'y a rien aux alentours. Même le taxi la dépose à genre 1 km de là parce qu'il n'y a pas de chemin d'accès. Et j'ai abandonné ce livre. Pour quelle raison? Parce que l'autrice, enfin c'est pas l'autrice, c'est la narratrice, m'exaspérait au plus haut point. Donc Lily, pour le coup, pas qu'elle se plaint, mais en tout cas, à l'audio, le ton était sarcastique. Tout le temps. Et j'avoue que ça m'a... Au début c'était un peu rigolo, effectivement, d'avoir un ton un petit peu sarcastique, un petit peu mordant, ça donne un style au récit, ça peut être sympa, mais après 2 heures de sarcasme, je n'en pouvais plus. Honnêtement, je ne pouvais pas concevoir qu'un personnage ou qu'une personne ne s'exprime que par le sarcasme. C'est pas possible en fait. La palette d'émotions est tellement énorme, je me dis mais c'est pas possible de rester bloqué sur ce mode de fonctionnement, sur ce mode d'expression pendant 2 heures. Et donc du coup c'est la moitié du livre. Si le livre fait 4 heures, jusqu'à la moitié du livre, elle ne s'exprime
qu'en sarcasme. Et donc du coup ça m'a trop énervée et j'ai fini par abandonner. Et j'avoue que je trouvais ça nul, en fait j'ai vraiment trouvé ça nul de ne donner que ce ton. Peut-être que c'est la lectrice, donc la personne qui a été engagée pour faire la voix du livre audio qui veut ça. Mais en vrai quand j'écoutais je me dis mais c'est pas possible quoi, c'est vraiment too much. Donc moi je l'ai abandonné. Dites-moi si vous l'avez lu, vous, peut-être en format papier et que ça vous a plu, parce que c'est tout à fait possible. Mais moi, en tout cas, j'ai pas pu, donc du coup, je ne le recommande en tout cas pas du tout en livre audio, parce que c'était terriblement agaçant à lire, à écouter pendant 2 heures, d'avoir une personne qui se plaint de manière sarcastique. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour cette première partie de la vidéo sur mes lectures contemporaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains livres dont j'ai parlé, s'il y a des avis qui me rejoignent ou même peut-être pas du tout et qu'en fait vous voulez qu'on en discute dans les commentaires, c'est là pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Je vous invite à le faire, à mettre un petit pouce et à vous abonner, à nous rejoindre. Ici c'est pas mal cosy et on se sent bien. Et donc d'ici la semaine prochaine où on se retrouve pour la deuxième partie de mes lectures contemporaines dans le rattrapage de mes chroniques de 2020-2025. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.